Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce grand entretien de Ciel et Espace réalisé en direct et en public, si je puis dire, à la Cité internationale universitaire de Paris, en partenariat avec la fondation, le Club des chercheurs de la fondation Victor Lyon. Et nous accueillons aujourd'hui Marc Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marc, vous êtes astrophysicien au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, je ne l'ai pas oublié, aux énergies alternatives. Et on va parler de la face noire de l'univers, d'une mission assez extraordinaire qui s'appelle Euclide et qui devrait partir donc courant de l'été, en tout cas en juillet peut-être, on l'espère. Mais par un hasard tout à fait extraordinaire de l'actualité, demain, si tout va bien, une mission spatiale, donc de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle JUICE, donc pour Jupiter, devrait s'envoler. Et alors, j'imagine que vous êtes d'une tranquillité tout à fait incroyable. Et la question que je veux poser, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on voit le travail des autres à distance? Parce qu'on va en parler, mais vous avez participé très intimement à au moins 3 missions spatiales, ce qui est quand même pas courant dans la vie d'un chercheur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit une mission, par exemple, vers Jupiter, qui va partir, qui est une mission extraordinaire, dont on reparlera bien sûr. Vous vous mettez dans la tête de ceux qui ont travaillé pendant des années sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on voit le compte à rebours et qu'on est un des chercheurs qui a contribué à la construction d'un instrument, du satellite? Comment ça se passe? Alors je pense en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Il se produit une espèce de dissociation, c'est-à-dire que d'un point de vue humain et assez irrationnel, c'est un moment très angoissant. Parce que c'est un moment pendant lequel strictement plus rien ne dépend de votre volonté. Ça va se passer, surtout un lancement de fusée maintenant, c'est à partir de quelques secondes avant le tir, c'est entièrement piloté par les machines. Donc quelque chose va se passer qui ne dépend absolument plus de votre volonté ni de votre capacité à agir. Donc ça, c'est assez angoissant. Et l'autre versant, c'est que malgré tout, on reste un scientifique, un technologue. On sait tout le processus qui a amené à cet instant. On le connaît, on y a participé. On a participé au test de certains éléments et on sait, plus ou moins, on suppose que tous les éléments de la chaîne ont subi le même genre d'entraînement et de test. Et donc on fait confiance. Donc il y a cette espèce de dissociation intime dans laquelle une partie de soi est angoissée de devoir lâcher totalement prise à quelque chose qui est essentiellement explosif, parce qu'un moteur de fusée c'est quand même essentiellement explosif, et une autre part qui rationalise ça et qui dit si on en est là, c'est parce qu'on a testé, c'est le énième tir d'une Ariane 5, 4 ou je ne sais quoi. Il y en a eu telle fraction. Et donc les probabilités que tout se passe bien sont énormes. Et du coup, il y a une sérénité. Donc il y a cette espèce de tension entre une partie qui malgré tout, reste un être humain et qui a peut-être un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe et la séquence des événements qui vont se passer, et qui voit juste quelque chose qui fait énormément de bruit, et une autre partie qui rationalise et qui dit là c'est ça, là c'est telle séquence, là c'est le moment de pression maximum, et après ceci, et après ça, et ainsi de suite. Et donc on est dans ce système. C'est pour ça que moi, dans les précédents lancements, en fait, j'y suis pas allé. J'ai préféré rester au CNES ou à des endroits où je pouvais avoir en permanence l'accès à la télémétrie, c'est-à-dire savoir ce qui se passe. Parce que quand on regarde une fusée qui décolle depuis le sol, c'est difficile de distinguer si sa trajectoire est correcte ou pas. Alors que quand on est pas loin d'un poste de contrôle, il y a quelqu'un qui vous dit les paramètres sont nominaux, la trajectoire est nominale. Même si vous ne maîtrisez rien.
Même si on ne maîtrise rien, le fait d'avoir le retour et de se dire on est sur la bonne trajectoire, ou d'être capable de voir le comportement des gens qui pilotent le système ou qui le regardent se dérouler, moi ça me rassurait. Alors maintenant, pour Euclide, je vais y aller. Alors justement, ça sera dans quelques semaines, parce que c'est pas quelques mois, c'est pas si long. Oui, on a un compteur sur notre site web et maintenant il est passé en dessous de 100 jours. Mais ça sera la 3e fois. Donc début juillet, en tout cas dans le mois de juillet, c'est Euclide. Et on va parler tout de suite d'Euclide parce qu'à travers Euclide, on va voir comment finalement les astrophysiciens aujourd'hui à la fois fabriquent des instruments, les exploitent et ont pour objectif de répondre à des questions. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Euclide simplement? Quelle est sa mission? Quel est son objectif? Alors, je vais essayer d'être simple. Donc, vous savez ou vous avez entendu que l'univers est un système en expansion depuis 13 milliards d'années. C'est-à-dire que la fabrique de l'univers s'étend au fil du temps et elle a un certain taux d'accroissement au fil de son évolution. C'est dû à des propriétés de son contenu en masse, en énergie, et ce qu'on appelle, nous, les paramètres cosmologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la texture de l'univers. Et il y a de ça maintenant 20 ans, dans fin des années 90, début des années 2000, on s'est aperçu, parce qu'on est devenu capable de mesurer la façon et la vitesse à laquelle l'univers s'étend au cours de ces différentes époques, on s'est aperçu que cette expansion, au lieu de ralentir, comme on le pensait jusque-là, enfin, ralentir au fil des milliards d'années d'existence de l'univers, cette expansion, depuis quelques milliards d'années, elle avait commencé à se réaccélérer. C'est-à-dire que le taux d'expansion de l'univers devenait de plus en plus grand. Comme si quelque chose exerçait une pression sur la structure de l'univers. Et ce quelque chose, faute de mieux, on l'appelle l'énergie noire, à laquelle on donne les propriétés d'exercer une pression. Et l'objectif d'Euclide, c'est d'essayer de mesurer le plus précisément possible l'histoire de l'expansion de l'univers, la géométrie de l'univers à différentes époques, pour faire le tri entre les différentes explications qu'on peut apporter à cette énergie noire. Parce que, pour compliquer un petit peu les choses, on a une théorie qui nous permet de représenter la structure de l'univers, sa géométrie. Cette théorie, c'est la relativité générale. La relativité générale est une théorie qui fonctionne extrêmement bien, qui a été testée à très nombreuses échelles, qui nous permet de prédire des choses observables, qui nous permet de calculer notre position sur Terre avec une précision qui est aujourd'hui sur un téléphone portable de l'ordre de quelques mètres. Bon, cette relativité générale, si on peut comprendre à l'intérieur de cette formulation l'existence d'un univers en expansion, elle nécessite, pour que ça fonctionne, pour que ça colle aux observations, qu'on mette dans l'univers des composantes comme la matière noire, qui est une matière pesante, et l'énergie noire, qui n'ont pas de justification physique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accrochées à des lois fondamentales de la physique. On ne sait pas dire aujourd'hui quelles sont les particules qui constituent la matière noire, et on ne sait pas non plus dire de quel principe physique pourrait sortir cette énergie noire. Et donc l'objectif d'Euclide, pour le résumer en quelques mots, c'est d'étudier la façon dont l'univers et ses structures ont évolué au fil du temps, essentiellement sur la deuxième moitié de la vie de l'univers, pour faire le tri dans les différentes théories et explications qu'on a pour ce phénomène d'énergie noire. La matière noire, un peu, pas trop. On ne va pas donner beaucoup de contraintes sur la matière noire. Mais sur l'énergie noire, oui, on espère pouvoir faire un tri très significatif entre différentes théories. Donc on est entré dans le monde des fantômes.
quand on regarde en termes de masse d'énergie, enfin de composition, matière noire, j'ai repris les chiffres, mais tout le monde est d'accord sur l'affaire. Matière noire, 27% de la masse de l'univers, en tout cas des masses énergétiques de l'univers. C'est-à-dire 6 fois plus que la matière ordinaire visible, que toutes les galaxies, que toutes les planètes, le gaz, la poussière. Énergie sombre, 68%. Donc, dont vous nous confirmez qu'elle est d'origine totalement inconnue. Et elle est tout à fait extraordinaire, parce qu'en plus d'être inconnue, elle est déterminante pour l'avenir de l'univers. Bon, peut-être qu'on en reparlera. Mais on a quand même 95% de ce qui compose l'univers qui est inconnu. On est bien d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Bon. Donc c'est sur cette composante qui est l'énergie noire que finalement on va faire des mesures. Et c'est bien l'objectif de... Alors moi, je ferais une petite correction, parce que justement, va faire le télescope. Voilà. On ne va pas tant que ça mesurer l'énergie noire, ni d'ailleurs la matière noire, c'est très compliqué. Enfin, la matière noire, oui, la matière noire, on va le mesurer. Ce qu'on va mesurer, notre traceur finalement, c'est comment l'univers et ses structures répondent à la présence de certaines quantités de matière et d'une certaine quantité d'énergie qui a cette faculté assez intéressante d'être répulsive. Ça exerce une pression qui vient repousser, s'opposer à la force de gravitation. Et donc, mais malgré tout, le fait qu'on appelle ça noir, en fait, moi je me fais souvent la remarque que les termes anglais sont un tout petit peu plus précis, parce que c'est dark matter et dark energy. Et donc c'est plutôt matière sombre, énergie sombre. Et ça traduit plutôt le fait qu'on ne peut pas les voir. Alors que noir, par exemple un trou noir, ça se voit. Aujourd'hui, un trou noir, ça se voit. On est capable de les observer. Donc, ce qu'on va chercher, c'est à mettre en évidence des effets dans l'univers visible qui sont la résultante de l'énergie noire et de la matière noire. Alors, ces effets, ils sont assez compliqués à mettre en évidence, mais ils sont des effets à grande échelle et qui vont nous dire, par exemple, à quelle vitesse les grandes structures se forment-elles dans l'univers? Les grandes structures, c'est-à-dire les amas de galaxies, les grands ponts de matière qui connectent les amas les uns aux autres. À quelle vitesse cette chose-là se forme dans l'univers? Parce que ça va dépendre de l'attraction gravitationnelle exercée par la matière sur elle-même, et essentiellement c'est de la matière noire. Et puis ça va dépendre de la façon dont l'univers s'étend, et puis ça va dépendre de la force répulsive que l'énergie noire exerce sur tout l'univers. Et donc en regardant comme ça, en repérant à différentes époques les structures et en regardant comment elles évoluent dans le temps, on reconstruit un scénario dans lequel les acteurs principaux sont, comme vous l'avez dit, c'est à peu près un tiers matière noire, 2 tiers énergie noire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et peut-être philosophiquement interpellant, c'est qu'on va utiliser quelque chose d'assez anecdotique, la matière visible, qui fait à peu près 5% du contenu énergétique de l'univers, pour tracer les 95 autres pourcents. Non, mais on n'a que ça pour le faire. Est-ce qu'on sait, Marc, si cette énergie sombre a toujours été présente, si elle a évolué au cours du temps, est-ce qu'elle a pu bouger temporellement? Mais ça fait partie des enjeux. Alors la difficulté, pas la difficulté, une de ses propriétés, ce qu'on voit dans le fait que l'univers est en train de réaccélérer dans son expansion, c'est qu'elle n'a pas toujours été dominante. Quand on reconstruit l'historique de l'évolution de l'univers, donc on a une phase d'évolution très rapide, enfin même extraordinairement rapide, juste après le Big Bang, qui est cette phase d'inflation qui nous sert à éviter d'avoir à trop ajuster les conditions initiales de l'univers. Et puis après, on a une espèce d'expansion sur cet élan qui est le Big Bang, qui va ralentir du fait que les premières époques de l'univers, les quelques 5 à 6 premiers milliards d'années, sont en fait dominées par le contenu en matière de l'univers.
Et donc celui-là, il a une force attractive et il a tendance plutôt à ralentir l'expansion de l'univers. Et il arrive à un moment dans la vie de l'univers où la densité de matière et la densité d'énergie noire se rencontrent. Et on passe à une époque qui est dominée par l'énergie noire. Et donc, quand on regarde l'historique de l'évolution de l'univers, on voit cette expansion qui a tendance à ralentir, plafonner et puis réaccélérer. C'est notre époque aujourd'hui. Vers quelle époque ça Alors, ça c'est à peu réaccélère près, donc ça fait à peu près entre deux. C'est compliqué parce que c'est pas comme si on voyait l'expansion de l'univers s'arrêter brutalement et puis recommencer. C'est plutôt un espèce de point d'inflexion sur une courbe. Donc déterminer le moment, mais c'est à peu près entre le dernier tiers et la dernière moitié de la vie de l'univers qu'on voit qu'on est en train de réaccélérer. C'est pour ça qu'avec Euclide, on va aller moins loin dans l'univers. Le JWST nous montre aujourd'hui des galaxies qui sont à des redshifts, des décalages spectraux de 10, 11, c'est-à-dire des galaxies qui se sont formées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. On ne va pas aller regarder aussi loin, parce que c'est un univers à cette époque qui est dominé par la matière noire. Et certes, dans certaines théories, il y a déjà de l'énergie noire, mais elle n'a pas d'effet observable. On va remonter sur la première moitié de vie de l'univers, des décalages spectraux de 2 à 3, parce que c'est l'époque de la transition. Univers dominé par la matière noire vers univers dominé par l'énergie noire. Alors après, quant à savoir s'il y a de l'énergie noire depuis le début de la vie de l'univers, si elle est variable dans le temps, ça fait partie des théories qu'on veut tester. Il y a beaucoup de théories et donc beaucoup de tests. Beaucoup de tests. Alors, juste pour boucler sur cette problématique scientifique, ça veut dire qu'en 1998-99, ça a été quand même un choc que deux équipes scientifiques qui observaient les supernovas lointaines arrivent et disent écoutez, voilà, ce qu'on observe, c'est que l'univers a une expansion qui s'accélère. C'est-à-dire, il se dilate, mais vraiment. Donc ça veut dire que il y en a partout. Cette énergie noire concerne tout l'univers, y compris le vide. Donc c'est une énergie qui est dans le vide aussi. Et que c'est inéluctable. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, une accélération, ça veut dire qu'on perd de vue les galaxies les plus lointaines, les groupes les plus lointains, et donc qu'on devient des isolats. On est bien d'accord. Alors moi, je me méfie toujours un petit peu des projections. Parce que la raison pour laquelle je me méfie des projections, c'est justement à cause de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que jusqu'à avant 98, l'univers, tel qu'on se le représentait, était un univers en expansion, certes, mais nous donnait plutôt l'impression que l'expansion se ralentissait. Et que donc, les projections qu'on faisait, c'est d'un univers qui, à l'infini, était essentiellement statique, sans expansion. Voir le Big Crunch. Voir le Big Crunch, alors on avait déterminé, c'est-à-dire on avait fini par arriver à la conclusion qu'avec la quantité de matière noire qu'on était capable de mesurer, on avait juste ce qu'il fallait pour plutôt avoir une asymptote, c'est-à-dire un univers qui s'étend à l'infini, mais de plus en plus lentement. Et puis, pas du jour au lendemain, mais parce que les observations là, en question ont été quand même pas mal contestées, on a cherché beaucoup de raisons pour dire que, certes, on observait cet effet, mais ça n'était pas une accélération de l'univers. Bon, on a été obligé d'admettre quelque chose de complètement différent. Donc, de mon point de vue, il me semble que rien ne nous garantit que dans le futur, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 30 ans, on trouve quelque chose d'autre qui vienne modifier notre compréhension et donc notre extrapolation. Je pense que l'extrapolation physique, surtout à l'échelle de l'univers, il faut s'en méfier. Moi, je reprends souvent l'exemple, parce que revenons un peu en arrière. Donc, on a un modèle qui fonctionne extrêmement bien. La relativité générale, ça fonctionne extrêmement bien. C'est testé à plein d'échelles. Mais pour que ça représente correctement ce qu'on est capable de voir de l'évolution de l'univers, il faut y mettre 95% d'énergie qui n'a pas de justification physique. Donc, ça marche bien, mais on ne sait pas en fait dire pourquoi. Et moi, ça me fait penser beaucoup à la représentation du système solaire géocentrique.
Alors, quand on est petit, on nous dit toujours ça a été abandonné parce que ça ne marchait pas et donc c'était remplacé par le système héliocentrique. En fait, ce n'est pas exactement vrai que ça ne marchait pas. Ça devenait extrêmement compliqué de le faire marcher, mais en fait, fondamentalement, il s'agit juste d'un changement de repère. Hein, donc ça peut marcher. On peut décrire le système solaire d'un point de vue géocentrique. Il est juste très compliqué à comprendre et surtout, il n'a pas de support physique. Hein, les lois de la physique nous disent que ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans le modèle géocentrique tel qu'on le représente, il y a des trucs intéressants. Il y a les planètes qui sont en fait à l'intérieur de l'orbite terrestre ont leurs épicycles qui ont une propriété commune. Et les planètes qui sont à l'extérieur ont une autre propriété commune. Ça nous dit quelque chose, nous, aux chercheurs fondamentaux. Donc voilà, qui nous dit qu'on n'est pas dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on a un modèle qui fonctionne. On est obligé de lui rajouter des composantes un petit peu compliquées à comprendre, mais avec ces composantes-là, ça continue à marcher. Sauf que pour l'instant, par exemple, les physiciens des particules qui sont censés nous fournir des candidats pour expliquer la matière noire sont en train de faire le tri dans leur espace de paramètres et d'exclure de plus en plus de choses. Donc il faut accepter qu'il puisse y avoir des loopings de temps en temps. Exactement, il peut y avoir des renversements. Alors, il faut bien se garder des solutions simples. On peut renverser la table, mais il faut continuer à expliquer tous les phénomènes que la relativité générale explique. C'est donc pas si simple. Bon, en attendant l'arrivée d'un monsieur looping, on va s'arrêter sur le satellite lui-même. C'est-à-dire, voilà, la feuille de route est posée, on a découvert que l'univers était en expansion et que ça s'accélérait. Enfin, on n'a pas découvert qu'il était en expansion, on a découvert que l'expansion s'accélérait, que la vitesse d'expansion s'accélérait. Et on dit, voilà, il faut maintenant faire des mesures, construire un satellite. Comment ça se passe? Qui se met autour de la table? Qu'est-ce qu'on décide de faire comme instrument? Enfin, j'imagine que ce sont des choix à la fois cornéliens et en même temps que c'est assez bien borné. Quelle est la stratégie? Comment ça marche? Vous qui êtes dans le cœur du réacteur et qui avez été associé, je rappelle quand même que vous êtes responsable français du board du consortium Euclide. Et quand on regarde le nombre de gens qui ont participé, c'est plus de 1500 scientifiques, plus de 300 labos, 37 pays. Bon, comment on fait bosser tout le monde ensemble? Et surtout, mais qu'est-ce qu'on met finalement pour mesurer tout cela? C'est beaucoup de questions à la fois, mais je sais que vous avez, Marc, un esprit de synthèse et que vous allez le réussir. C'est compliqué à faire fonctionner. Hein, ça, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au démarrage d'un projet comme ça, on n'est pas 300 labos, 1500 personnes, on est plutôt un petit groupe. Ça démarre souvent en groupe relativement restreint d'une vingtaine à une quarantaine de personnes. Quand par exemple, sur le cas d'Euclide, Euclide, c'est la fusion de deux projets. Un projet français qui était porté par Alexandre Réfrégier, qui était un de mes collègues et qui s'appelait Dune, et un autre qui était porté par Andrea Cimatti, un Italien, et qui s'appelait Space. En fait, quand on est face à un problème d'astrophysique, qu'on cherche à comprendre quelque chose, l'astrophysicien, qui est un physicien presque comme les autres, se dit de quelles données j'aurais besoin pour avancer sur ce sujet. De là arrive, oui, ces données, il me faut quelle expérience pour les obtenir. La différence avec les physiciens, c'est que l'expérience, elle pourrait se faire dans un laboratoire. Nous, il faut qu'on réfléchisse, il faut que les données existent déjà, c'est-à-dire que le phénomène se produit dans l'univers, et maintenant, il va s'agir de capter cette information. Donc on cherche, nous, la question qu'on se pose, c'est de quel capteur j'aurais besoin pour attraper ce signal qui contient l'information que je cherche. Et donc, sur Euclide, il y a deux signaux qui vont nous intéresser principalement. Il y en a un qui s'appelle le lentillage gravitationnel faible. C'est un mot un peu compliqué, mais qui dit juste que, de par la relativité générale, la présence de matière dans l'univers déforme la structure de l'espace-temps. La matière se propage dans cet espace-temps suivant ce qu'on appelle des géodésiques, donc des lignes droites, mais qui nous apparaissent déformées par la présence de matière. Donc la matière crée une lentille pour la lumière et va déformer
les trajectoires de la lumière dans l'univers, et donc déformer l'aspect des objets qu'on observe derrière des grandes quantités de matière. Et donc comme ça, par cette déformation, on peut avoir une idée de la quantité de matière qui existe entre nous et l'objet qu'on regarde. Ça, c'est le lentillage gravitationnel faible, et il permet de reconstituer, on pourra peut-être en reparler, la distribution de la matière noire dans l'univers. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la matière, on voit son effet sur les images des galaxies qu'on observe. Et puis l'autre effet, il est lui aussi très astucieux, puisque ce qu'on cherche à mesurer, c'est la façon dont l'univers s'étend au fil du temps. Ce serait quand même extraordinaire s'il existait une règle physique, qu'on peut observer à différentes époques, qui est attachée à l'univers, et qu'on pourrait observer à différentes époques. Comme ça, il suffirait de voir cette règle, de dire quelle taille elle fait à 1 milliard d'années après la vie de l'univers, 2, 3, 4, et puis comme ça, on a l'histoire. Cette règle existe. C'est ce qui s'appelle l'oscillation baryonique acoustique. Alors c'est un peu compliqué d'expliquer d'où ça vient, mais ça vient de l'époque où l'univers était un plasma, et il était agité d'ondes de pression. Les ondes de pression, c'est des endroits où la densité est plus importante. Et c'est quand l'univers s'est étendu et est redevenu transparent, ces régions plus denses les unes que les autres se sont figées, et dedans se sont formées plus de galaxies qu'à côté. Et donc quand on est capable de mesurer la position des galaxies les unes par rapport aux autres, on va retrouver ces fréquences dans la structure de l'univers. Et donc on a cette règle. Donc ça, c'était Space, puis de l'autre côté, il y avait Dune. Et donc c'était des groupes d'une 50aine de personnes à chaque fois qui ont fait le cas scientifique, qui ont dit que ça serait quand même extraordinaire. On a la technologie pour mesurer cet effet avec telle précision, et si on a telle précision sur cette mesure, on sera capable de remonter aux paramètres cosmologiques avec une précision suffisante pour exclure tel et tel modèle. Donc ça vaut le coup de faire une mission spatiale. Il faudrait, donc à ce moment-là, il faut avoir des ingénieurs qui nous disent, avec qui on peut construire des idées d'instruments, qui nous disent c'est faisable, c'est pas faisable, c'est trop lourd, c'est trop cher, ça demande trop d'énergie, ou au contraire non. Et on fait un projet comme ça. Et donc il y a eu en 2009, me semble-t-il, un appel de l'ESA pour des missions spatiales d'un coût de l'ordre de 500 millions d'euros, auxquels des équipes ont répondu, et Dune et Space ont été sélectionnés avec le message de dire vous pouvez passer dans l'étape d'après si vous arrivez à fusionner votre projet. Et c'est ce qu'on a fait. Donc Euclide va faire ces deux choses. Il va faire des mesures de lentillage gravitationnel faible et des mesures de position relative des galaxies pour extraire cette échelle caractéristique. Le résultat final, c'est un satellite équipé de deux instruments, deux instruments, un télescope d'un diamètre d'1,20 m. Oui, c'est pas un très gros télescope. C'est pas un très gros télescope, qui va être positionné loin de la Terre, sur un point de Lagrange. Voilà, il va dans la zone de Lagrange L2, parce qu'on dit toujours le point de Lagrange L2, alors on entend, il y a le JWST, il y a Gaïa, et donc on imagine tous ces satellites dos à dos sur ce point. En fait, oui, mathématiquement, il y a un point de Lagrange, mais c'est un extréma du potentiel gravitationnel du système Terre-Soleil. Donc en fait, les satellites, ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent autour de ce point de Lagrange. Et en fait, c'est un endroit où le potentiel est relativement faible, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent le long de ce potentiel, c'est-à-dire ils s'éloignent petit à petit de ce point de Lagrange en tournant tout autour. Et c'est intéressant, en fait, parce que ça veut dire qu'ils s'en éloignent pas très vite. Il suffit de faire une manœuvre de remonter vers le centre de cette zone de Lagrange tous les mois à peu près. Donc les manœuvres de maintenance d'orbite sont relativement faibles, donc on n'a pas trop besoin d'emporter de carburant pour la manœuvre. Et c'est ce qui a fait que finalement le James Webb il a une durée de vie aussi gigantesque, c'est qu'en fait l'essentiel du carburant qu'il emmenait, c'était pour son insertion sur l'orbite. Le lancement d'Ariane a été absolument parfait. Ce qui fait qu'il a utilisé très très peu de carburant pour s'insérer, et donc il lui en reste beaucoup pour ses manœuvres, et comme il faut peu de carburant pour chaque manœuvre, il a une durée de vie qui est passée de 5 prévus à 10 ou 20 ans, ça on ne sait pas encore. Donc c'est un satellite construit par Airbus Defence and Space, si mes souvenirs sont Alors c'est Thales, alors c'est toujours... il y a toujours les... En fait c'est européen. Voilà, c'est européen,
Il y a Thales. Et Airbus, Thales qui fait le maître d'œuvre et le satellite lui-même, et Airbus qui fait ce qu'on appelle le payload, la charge utile, c'est-à-dire le miroir. En fait, c'est pas un gros miroir, mais c'est un miroir exceptionnel. En fait, donc ce que je disais tout à l'heure, la mesure du lentillage gravitationnel faible, quand on dit faible, c'est parce que vraiment il est faible. Il s'agit de mesurer des déformations qui sont de l'ordre du % au moins sur la forme des objets. Et donc il faut qu'on ait une connaissance de l'optique du télescope qui soit extrêmement bonne. Et puis en plus, il faut qu'elle ne varie pas dans le temps. C'est pour ça qu'on est dans l'espace, parce que dans l'espace, on a des conditions qui sont beaucoup plus stables que sur Terre. Et donc on a un télescope qui est tout en carbure de silicium, sur un banc optique qui est tout en carbure de silicium, avec des instruments qui sont tout en carbure de silicium quasiment, parce que le carbure de silicium, c'est un matériau qui a un coefficient de dilatation presque nul, et donc qui ne va absolument pas changer de forme entre la température ambiante auquel on la fabrique et les 50 à 100 degrés auxquels il fonctionne. Ça fonctionne 20 heures sur 24. Pendant 20 heures, 2 télescopes observent la même région du ciel, c'est cela? Alors, on a un télescope, mais au foyer de ce télescope, on a 2 instruments. On a dans le faisceau du télescope, on a ce qu'on appelle une lame dichroïque, c'est-à-dire un élément optique qui va séparer la lumière entre une partie visible et une partie infrarouge proche. Et donc la partie visible va sur un instrument qui poétiquement s'appelle VISE. On n'est pas des grands spécialistes comme visible. Comme visible, voilà. Et c'est lui qui fait des images du ciel sur lesquelles on va aller mesurer des formes de galaxies. Et la partie infrarouge va sur un instrument qui s'appelle NISP, qui est plus compliqué à comprendre, mais c'est le Near Infrared Spectrometer and Photometer. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des images aussi dans l'infrarouge. Alors, ils ne nous servent pas à mesurer la forme des objets, elles nous servent à mesurer la couleur des objets, parce que la couleur va nous aider à comprendre à quelle distance ils sont de nous. Et puis, elle fait aussi de la spectroscopie. Et la spectroscopie, c'est disperser la lumière des objets pour aller repérer dans ce spectre des pics d'émission qui correspondent aux éléments chimiques qui sont dans le gaz de la galaxie. Et quand on repère ces éléments chimiques, on est capable d'identifier de quel élément il s'agit, on mesure la longueur d'onde, on la rapporte à la longueur d'onde en laboratoire, ça nous donne le décalage spectral, et ce décalage spectral nous donne la distance. L'originalité de la mission, c'est que vous allez scanner une grande partie du ciel, et puis envoyer les images pratiquement en temps réel, et je dirais par tranche. En fait, on regarde la totalité du ciel sur lequel on peut voir l'univers. Quand on regarde le ciel, vous en avez fait l'expérience, la chose qui saute aux yeux, enfin quand il fait un peu sombre quand même, c'est la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est plein de matériel, d'étoiles, de poussière, de gaz, donc on ne voit pas très bien l'univers à travers la Voie lactée. Donc si on veut s'intéresser à l'expansion de l'univers, il ne faut pas regarder dans la direction du plan de la galaxie. Il y a des tas de choses super intéressantes à voir dans le plan de la galaxie, mais pas l'univers. Donc il faut regarder de part et d'autre du plan de la galaxie. Et puis il y a une autre zone qu'on cherche à éviter, c'est le plan de l'écliptique. Alors le plan de l'écliptique, il est moins opaque, mais il est quand même rempli de poussières qui sont des résidus de collisions de comètes et d'astéroïdes. Et ça fait que la qualité du ciel dans le plan de l'écliptique est pas très bonne. Et donc, c'est pas idéal pour aller mesurer des propriétés d'objets qui sont situés à des distances cosmologiques. Donc, on évite ça aussi. Ce qui fait qu'on, sur les à peu près 40 000 degrés carrés du ciel, on observe 15 000 qui constituent ce qu'on appelle, nous, le ciel extragalactique, c'est-à-dire la zone du ciel sur laquelle on peut voir l'univers. Et vous observez donc galaxies, amas de galaxies, filaments lointains? On observe tout. En fait, on va faire des photos, des images de tout le ciel. On a pour ça, donc, du côté visible, on a ce détecteur qui est en fait une caméra qui est essentiellement, on appelle ça une caméra, mais en fait, c'est juste un plan de 36 détecteurs CCD qui font chacun 4000 par 4000. Donc, moi, je ne suis pas bon en calcul mental, mais ça fait beaucoup de pixels. Et
Et en fait, on fait une image qui fait à peu près 1,5 degré carré de taille. C'est de l'ordre de la Lune, en fait. Et on va paver le ciel, comme ça, pour tout observer. Notre objectif, c'est de mesurer à peu près la forme de entre 1 et 2 milliards de galaxies. De telle sorte qu'en fait, on en est suffisamment par unité de surface pour être capable de mesurer ce lentillage gravitationnel et de dire, ben voilà combien il y a de matière entre nous et ces objets-là. Mais vous acceptez l'idée toujours que l'univers est isotrope, c'est-à-dire qu'il est partout le même part. Alors, par exemple, ça c'est ce qui permet de tirer des équations de la relativité générale une métrique, c'est-à-dire une définition de qu'est-ce que c'est que la mesure dans l'univers et un scénario d'évolution de l'univers, donc un univers en expansion par exemple. Mais il y a des théories justement pour expliquer la dynamique de l'univers qui vont se baser sur les écarts à l'homogénéité et à l'isotropie. Et donc ces théories font des prédictions sur ce qu'on devrait mesurer comme effet. Donc c'est justement, nous on va faire, le but d'Euclide, c'est justement de se dire, ben voilà, de quelles données avons-nous besoin pour, comme on dit en science, falsifier telle ou telle théorie. Et Euclide, son rôle, c'est de nous apporter ces données. Et après, on va tester les prédictions de ces théories face aux observations d'Euclide. Voilà, la quantité de données, c'est absolument invraisemblable. Il faut quand même les traiter aussi, parce que ce sont des... Alors, je crois qu'on transfère 800 gigabits par jour, qui est assez considérable, tous les jours. Et on utilise pour ça un canal de communication qui est un peu spécifique. Hein, c'est vraiment une grosse quantité de données. Et en fait, on les traite. C'est pour ça qu'on a une grosse collaboration. C'est que on a une dizaine de pays dans lesquels on a des centres de calcul qui vont traiter les données. En fait, on est comme une expérience de physique des particules. Hein. On est adossé à un centre de traitement à des centres de traitement qui vont analyser les données en temps réel, produire des informations pour l'exploitation scientifique. Une chose qui est compliquée à réaliser parfois, c'est que le signal qu'on cherche, celui qui contient l'information cosmologique, il est à la fin d'une assez longue chaîne d'analyse du signal qu'on observe. Souvent, quand on pense astronomie, on pense image du ciel, donc on va faire une photographie du ciel. Et le traitement d'une image d'astronomie, ça va être de enlever le bruit, s'il y a des trajectoires, des impacts de rayons cosmiques, il va falloir les retirer. Je ne dirais pas que c'est un travail cosmétique, mais il s'agit de rendre l'image la plus fidèle possible à ce qu'on était en train de voir, en y retirant tout ce qui pourrait être un artefact qui soit venu le perturber. Ça peut être la lumière du fond de ciel, enfin des choses comme ça. Et ça, c'est la première étape dans Euclide. La première d'environ une dizaine d'étapes avant d'arriver à quelque chose qui contient le signal interprétable. Et par exemple, une fois que vous avez fait une photographie du ciel, cette photographie contient des milliards de galaxies. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur les images de chacune de ces milliards de galaxies. Donc il va falloir aller chercher chacune de ces milliards de galaxies. C'est évidemment pas quelque chose qu'on peut confier à une personne ou des personnes. C'est un processus qui doit être automatisé tellement il y en a. Et c'est pas si simple en fait d'aller repérer des objets de type galaxie dans une image de façon autonome, sans créer de biais, c'est-à-dire sans mettre systématiquement de côté des choses qui ne ressemblent pas à des galaxies, par exemple, mais qui pourraient en être, et ainsi de suite. Donc le traitement de ces données, il est extrêmement complexe, et c'est une des choses sur lesquelles moi j'avais travaillé avant d'être représentant français au Board. J'étais ce qu'on appelle le Ground Segment Scientist, donc le scientifique en charge du segment sol, la partie analyse. Et on est environ, il y a environ 200 personnes qui travaillent à la mise en algorithme de toutes ces méthodes. Mais pourquoi est-ce que vous allez publier les résultats tous les 6 mois? Alors, on ne va pas vraiment publier les résultats tous les 6 mois. On
Donc, souvent, quand on pense satellite qui va faire de la cosmologie, on a l'image du satellite Planck qui fait un relevé en tournant sur lui-même, en cartographiant le ciel. Nous, on ne va pas fonctionner comme ça. Nous, on fonctionne vraiment comme un télescope, c'est-à-dire qu'on va pointer, observer pendant 1 heure, se décaler, observer pendant 1 heure, et ainsi de suite. On va regarder nos 15 000 degrés carrés une seule fois. En 6 ans, on sera passé une seule fois par chaque point. Et c'est d'ailleurs un problème mathématique assez complexe parce qu'avec Euclide, on ne peut pas regarder où on veut, quand on veut. Il n'y a toujours qu'une petite partie du ciel qui est disponible à un instant donné. Et il faut qu'au bout de 6 ans et demi, on soit passé partout une seule fois. Et donc, on va accumuler comme ça à peu près une dizaine de degrés carrés tous les jours, jusqu'à en faire 15 000 au bout de 6 ans. Et ça, on le traite régulièrement, et on a prévu de faire 3 publications de données. Donc il y en aura une qui aura lieu à peu près 26 mois après le début de la mission. Ce sera la première année de données. Donc notre première année de données, on va l'analyser, on va d'abord la garder un peu pour nous, l'analyser on va l'obtenir, on va l'analyser pendant 1 an, et puis la publier pour toute la communauté astronomique. Et puis on refera ça quand on aura accumulé 3 ans de données, et puis on le refera une dernière fois quand on aura accumulé toutes les données de la mission. L'idée, c'est de... En fait, ce qu'on cherche, c'est... ce qu'on fait, c'est essentiellement de la statistique. On va faire des mesures statistiques sur des objets. Et donc, quand on fait des mesures statistiques, les changements se produisent quand on multiplie par 2 son échantillon, ou quand on multiplie par 4. Quand on rajoute 10% de nouveaux éléments à son échantillon, ça s'améliore, mais ce n'est pas fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas des publications très régulières, parce que très régulièrement, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Il va se passer des choses quand on va passer de ce qu'on sait faire aujourd'hui du sol à 1 an de données Euclide. Et donc là, déjà, on aura des résultats supérieurs à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Alors, je lis beaucoup la communication sur Euclide, où on dit clairement, au bout de 6 ans, on aura les éléments qui permettront de choisir entre les différentes théories qui nous sont proposées aujourd'hui, parce que c'est vrai, on aura les éléments pour savoir entre les différentes théories ce qui tient la route ou pas. Oui, ça c'est vrai, parce que alors c'est vrai, il faut toujours ajouter que les physiciens ayant énormément d'imagination, on va exclure beaucoup de choses, peut-être converger vers une théorie en particulier, mais dans l'intervalle d'incertitude qui est toujours associé avec la détermination d'un paramètre, on peut toujours glisser des nouvelles idées. D'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc, pour prendre une possibilité, le cas de la constante cosmologique, qui est peut-être la théorie la plus simple, puisque elle ne suppose rien d'autre que le fait que quand on développe les équations d'Einstein, qui sont des équations qu'on appelle différentielles, c'est-à-dire qui relient les variations de quantité les unes par rapport aux autres, il faut faire une opération qui s'appelle l'intégration. Au lieu de s'intéresser aux variations, on veut remonter aux quantités elles-mêmes. Il y a une opération qui s'appelle intégration, et dans cette intégration apparaissent des constantes, parce qu'à l'inverse, quand on dérive une constante, elle disparaît. Et la constante cosmologique apparaît quand on intègre les équations d'Einstein, et cette constante cosmologique, si on la règle bien, si elle a une bonne valeur, elle peut générer cette accélération. On paramétrise ces choses-là. Enfin, on peut paramétriser presque toutes les théories d'énergie noire avec ce qu'on appelle une équation d'état, qui est le rapport entre la pression et la densité. Et on peut même paramétriser ça avec deux quantités qu'on appelle W. Et pour la constante cosmologique, W vaut -1. Donc nous, on est capable de mesurer avec Euclide à 1% de précision sur cette valeur W.
Donc peut-être qu'on va arriver à la fin d'Euclide avec W vaut -1 plus ou moins 0,1, ce qui est le plus compatible avec la constante cosmologique, mais je suis persuadé que des physiciens qui pensent que la constante cosmologique n'est pas la solution trouveront un moyen de se glisser dans ce 0,1% et d'y mettre une nouvelle théorie. Donc des théoriciens d'un côté, des expérimentateurs de l'autre, qui vont balayer des théories et peut-être en faire surgir de nouvelles. Il faut que la mesure soit extrêmement sûre, précise. Peut-être qu'elle va apporter des surprises. De quoi est-ce que vous vous méfiez, je dirais, structurellement ? C'est-à-dire, j'imagine quand même que vous êtes extrêmement prudent à la fois sur la mesure et sur les conclusions. Alors, je dirais dans un premier temps, ce dont on se méfie, c'est des choses assez triviales. Par exemple, on se méfie de la glace. On a un télescope qui part d'une planète qui contient une certaine quantité de vapeur d'eau. Et donc il emporte avec lui de l'eau dans ses structures. Et on sait que cette eau dégaze. Les satellites dégazent au fil du temps. D'ailleurs, ils sont toujours construits comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont des systèmes de chauffage. Dans les premières phases de vie des satellites, on les laisse pas se refroidir naturellement. On va maintenir certaines surfaces chaudes pour éviter la condensation sur ces surfaces-là. Mais donc, une des choses dont on a un peu peur, c'est de la condensation de glace sur le télescope qui viendrait modifier ses propriétés. Et comme les propriétés de ce télescope sont absolument clés pour arriver à mesurer proprement les formes des galaxies, et que c'est de ces formes qu'on va déduire la quantité de matière noire qui existe dans toutes les directions de l'univers, et que c'est de cette quantité qu'on va déduire les propriétés de l'énergie noire, la quantité d'eau qu'on embarque au moment du lancement et là où elle va se déposer sur le satellite, c'est quelque chose qui nous inquiète parce que c'est très difficile à contrôler. Alors, on fait des mesures, on a prévu des stratégies pour dégivrer le télescope si jamais on en avait besoin. Voilà, ça c'est un premier élément. Après, il y a d'autres éléments qui sont, je dirais, plus intrinsèques à la physique. On cherche, pour continuer sur cette problématique de la mesure des formes, il y a ce qu'on appelle des biais astrophysiques, c'est-à-dire, l'hypothèse de départ, c'est que, évidemment, moi j'arrête pas de dire qu'on va mesurer la forme des galaxies, on va regarder comment elles sont déformées, mais je pense que quelque part dans votre esprit, il y a un petit doute qui se dit, mais comment est-ce qu'on sait quelle forme ça a, une galaxie, et comment est-ce qu'on reconnaît que ce qu'on voit, c'est pas sa forme? Alors c'est une très bonne question, parce que la réponse est, bien sûr qu'on ne sait pas du tout faire ça. Et donc ce que l'on fait comme hypothèse, c'est que les galaxies sont plutôt des objets réguliers qui ont globalement une apparence de disque, qui sont orientés par rapport à nous de façon complètement aléatoire. Donc, donc ils apparaissent sous forme d'ellipse. Un disque orienté par rapport à nous de façon aléatoire, c'est une ellipse. Je peux mesurer ses rapports d'axe. Donc c'est ce qu'on va faire, mesurer les rapports d'axe des ellipses qui ajustent le mieux les galaxies. Quand il y a un effet de lentille gravitationnelle, ça écrase un axe, une direction par rapport à un autre. Donc je vais mesurer dans une région du ciel, petite, un grand nombre de galaxies, leur forme, comment est établi le rapport d'axe de chacune d'entre elles. S'il n'y a pas de déformation, que je fais la moyenne de ces choses-là, je devrais avoir pas de signal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'orientation particulière, il n'y a pas d'écrasement particulier dans une direction plutôt qu'une autre. Alors que s'il y a une lentille gravitationnelle, je vais avoir une déformation systématique qui s'applique à toutes mes galaxies, et je vais voir un signal quand je fais la moyenne de ces formes. Bon, ça c'est la théorie. Maintenant, s'il y a autre chose qui vient aligner les galaxies les unes par rapport aux autres, je vais aussi voir un signal cohérent sur la moyenne de la forme de ces galaxies. Mais ça ne sera pas dû à l'existence de matière entre moi et ces objets. Or, il y a des scénarios dans lesquels il est possible de rendre cohérente l'orientation des galaxies entre elles. C'est le fait que les galaxies se forment dans ces filaments de matière noire qui sont constitués au fil du temps de l'évolution de l'univers, et que dans ces filaments qui sont des structures plutôt allongées, eh bien, elles peuvent prendre une direction qui est cohérente avec celle du filament. Et donc ça, c'est un biais observationnel, c'est un phénomène de l'univers qui vient
perturber notre mesure et qu'il va falloir essayer de traiter. C'est-à-dire on va essayer de regarder si on a d'autres signes de l'existence de ces structures-là. Est-ce que les observations à grande distance, comme celles qui sont menées actuellement par le James Webb Telescope, qui montrent finalement assez tôt, après le Big Bang, l'existence de galaxies massives, déjà bien structurées, vous servent à quelque chose dans cette histoire-là, vous donne des indications ou, je dirais pas il y a une vraiment. Complémentarité ou pas? Ouais, non, je pense qu'en l'occurrence, pas tant que ça. Ça se produit. Ce qu'on est en train de. Enfin, il me semble que les questions que posent les découvertes de galaxies qui sont déjà assemblées à des époques aussi primordiales de l'univers, c'est des questions distinctes là, c'est toute la question de la physique de la matière baryonique au début de l'univers. Donc c'est une question très intéressante, mais qui concerne moins la structure de l'univers que la problématique de qu'est-ce qui se passe avec ces constituants de la matière qui nous sont familiers, qu'on appelle les baryons, qui sont tout le reste de la matière. Donc c'est un défi de la compréhension de la formation des galaxies, mais pas tant de la formation des structures. À nouveau, c'est compliqué de comprendre comment est-ce que des galaxies peuvent s'assembler en aussi peu de temps, mais sans minimiser ce problème, il n'en reste pas moins que ces 5% du constituant énergie de l'univers. Donc c'est intéressant de comprendre comment il y arrive, mais ça envoie peu de signal sur la partie cosmologique. Est-ce que vous êtes plus proche, alors, vous y avez fait référence, mais aux grandes expériences de physique, comme au CERN, on a pu discuter ici avec Ursula Bassler sur le champ de Higgs, et c'est vrai que une source mystérieuse, inconnue, qui interagit, qui a une influence négative, donc une répulsion à toutes les échelles dans le vide, ça fait singulièrement penser à, je dirais, la physique des particules et ce qu'on observe avec le champ de Higgs. Oui, on a pas mal de similitudes. D'abord, on a des similitudes, je dirais même presque plus formelles. C'est-à-dire que pour l'astronomie, une expérience dans laquelle on se retrouve à un consortium de 1500 personnes, c'est un peu une première. L'astronomie, c'est plus un domaine dans lequel on était encore des groupes un peu plus petits. Et donc on apprend énormément de choses de nos collègues de physique des particules sur comment on fait fonctionner une communauté d'un millier de personnes qui ont pas forcément un même objectif, mais qui réalisent une même expérience. C'est pas évident du tout déjà, et donc on a beaucoup de choses à apprendre de la physique des particules. Pour l'anecdote, je pense qu'ils ont résolu le problème de comment est-ce qu'on range les auteurs d'un article bien avant nous, et qu'on a encore du mal à comprendre que c'est en fait la bonne idée. Qui a le Nobel, en fait, c'est ça? Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement des théories d'explication de la source de l'énergie noire qui sont des théories qui font intervenir des champs supplémentaires, des interactions supplémentaires, qui sont des théories dont on ne peut pas vraiment distinguer si c'est de la physique des particules ou de l'astrophysique. C'est de la théorie physique dont l'espace de développement est le cosmos. Je voudrais conclure par l'aspect sociétal et culturel de la mission, si vous permettez. Parce qu'elle me paraît toujours extraordinaire. Vous avez eu la chance de participer à... C'est votre 3e mission après ISO, Herschel, vous êtes un spécialiste de l'infrarouge, vous connaissez les observatoires, vous avez travaillé à Hawaï, sur le Mauna Kea, qui est un endroit absolument magnifique. Enfin, vous avez une très bonne expérience des équipes, des structures qui fabriquent des grands télescopes, des satellites. Celui-ci, c'est une facture d'1,2 milliard. C'est pour l'astronomie important, très important. Pour l'espace, c'est l'équivalent d'un robot qui va sur Mars. C'est à peu près ça, 1 milliard de dollars. Comment est-ce qu'on explique à la société, aux contribuables français, européens, qu'on met 1,2 milliard pour essayer d'attraper des informations qui nous donneront des renseignements sur un truc mystérieux qui s'appelle l'énergie sombre? Alors déjà, moi, j'ai une chose que j'aime bien dire, c'est
Oui, ça coûte cher. On n'en fait pas tant que ça. Il n'y a pas une espèce de gabegie de la mission spatiale. Donc on parlait, il y a JUICE qui va partir maintenant. Euclid, on va partir, mais typiquement dans un programme de l'Agence spatiale européenne. Donc là, on fait partie du programme qui s'appelle Cosmic Vision. Il y a 3 missions. C'est des programmes qui sont construits pour durer entre 15 et 20 ans. Il y a 3 missions de classe qu'on va appeler L, les grandes missions, qui sont JUICE. JUICE est une de ces grandes missions qui ont des coûts qui sont effectivement plutôt de l'ordre de 2 milliards d'euros, à peu près. Il y a les missions de classe M, et il y en a à peu près 5 ou 6. Ça dépend un petit peu, en fait. En théorie, il y en a 2 pour chaque mission de classe L. En pratique, de temps en temps, on en enlève une pour des raisons d'économie. Donc Euclid, c'est la 3e du programme. Non, c'est la 2e du programme. Et donc, c'est un budget, mais je dirais que c'est un budget qui reste raisonné à l'échelle européenne. On est typiquement, la mission de classe L, c'est à peu près 1 an du budget de l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, elle ne fait pas que du scientifique. Le Cosmic Vision, c'est un programme scientifique, mais l'Agence spatiale européenne est aussi derrière tout un tas de programmes de positionnement par satellite, des programmes d'exploration de la Terre. Donc on est très commensurable à ces programmes-là. Alors, c'est clair que d'un point de vue économique, déterminer que l'explication de l'énergie noire, c'est l'existence de la constante cosmologique, fera assez peu de différence. Ça, j'en ai bien conscience. Mais ce que je pense, c'est que dans une société qui vit de façon équilibrée, il y a une place pour la connaissance. Je dirais même que c'est pratiquement nécessaire. C'est-à-dire qu'une société qui ne se conserve pas de place pour la connaissance est plutôt une société autoritaire avec un avenir un peu sombre. Et la connaissance, c'est à la fois quelque chose de piloté, c'est-à-dire se donner des objectifs applicables, c'est-à-dire découvrir un vaccin contre telle et telle maladie, s'adapter au changement climatique, résoudre des problèmes identifiés, mais que pour savoir faire ça, il ne suffit pas de faire ça. C'est-à-dire, pour savoir résoudre un problème déterminé, identifié, il ne suffit pas de s'attaquer à ce problème-là. C'est-à-dire que oui, on peut dire ponctuellement, oui, voilà, je vais mettre mes sous dans cet aspect. Mais pour arriver à trouver les solutions, ou pour parfois avoir les solutions, il faut s'être autorisé à chercher de façon bien moins cadrée, bien moins dirigée. Et je trouve que alors, pour revenir sur mon institut, là, qui est le CA, et à une époque assez ancienne, c'est un peu comme ça qu'il a fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif assez clair, doter la France de l'énergie atomique et de l'arme atomique. C'est un objectif assez net et relativement précis. Mais une lettre de mission qui était, enfin plutôt quelqu'un à sa tête, hein, qui était pendant un moment Frédéric Joliot-Curie, qui avait compris que si on ne faisait que ça, on n'y arriverait sans doute pas. Et qu'il fallait s'autoriser à laisser partir un certain nombre de gens sur des chemins apparemment de traverse, motivés par une curiosité, par quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre, et qu'un jour, on voit revenir des choses. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu des gens qui se sont mis à travailler sur la biologie, parce qu'après tout, on ne pouvait pas ne pas se poser la question des effets du rayonnement sur le vivant, et d'ailleurs, il fallait quand même penser à protéger les gens qui travaillaient sur ces domaines. Et puis, des gens qui faisaient des détecteurs de particules
se sont dit, tiens, à côté de chez nous, il y a des gens qui font des propulseurs et qui, pour tester leurs fusées, mettent des contrepoids, on pourrait y mettre des détecteurs de particules. Et quelqu'un a dit oui. Allez-y, essayez. Et l'astrophysique au CEA est née de cette façon-là. Et donc je pense que toute la question, évidemment, c'est de savoir comment est-ce qu'on équilibre ça. C'est-à-dire, à quel moment on dit, là, clairement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et ça, pour moi, il n'y a pas de recette miracle, c'est un débat. C'est parce qu'on se donne des instances d'arbitrage, parce qu'on a un système de compétition dans lequel on fait examiner les projets par des pairs, parce qu'on discute des niveaux budgétaires que l'on entend consacrer à ces recherches, mais toujours en se disant il doit y avoir de la recherche qu'on appelle non finalisée, dans lesquelles on va laisser une partie des savants investiguer des problèmes qui leur semblent intéressants. Et une méthode scientifique qui est aussi un antidote contre les préjugés, si je comprends bien. Oui, je pense que l'intérêt de cette méthode, enfin moi ce que j'apprécie, c'est on se pose des questions, on se défie entre guillemets, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre est-ce que vraiment tout marche bien là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on ne serait pas en train de faire un léger glissement vers quelque chose qui nous convient bien, mais qui n'est pas très justifié? Et bien là, on va aller creuser. Et surtout, ce que j'apprécie, moi, c'est que c'est un métier qui est basé sur l'échange, sur la critique. C'est-à-dire que critiquer au sens aller chercher, ne pas se satisfaire d'affirmations, mais aller chercher les justifications, c'est comme ça que les choses avancent. Et moi, j'apprécie cette façon de travailler, parce que ça veut dire que entre chercheurs, même si nous n'en faisons pas une image idéale, mais l'idée de position d'autorité, c'est pas une valeur scientifique. C'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est pas parce qu'un tel ou une telle est une sommité du domaine qu'un étudiant ne pourrait pas dire il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce que vous affirmez. Et bon, ça ne marche pas toujours comme ça, il faut bien le dire, mais dans les principes, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il est temps de rappeler ce que disait Isaac Newton, ce que nous savons est une goutte d'eau, ce que nous ignorons, c'est l'océan. Voilà. Merci. Merci Marc Sauvage, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.